On se retrouve pour le débat. Laurent Roulant-Tonekes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Oumar Diandjou, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs, internautes et auditeurs de la 102.3 FM. Oumar Diandjou, bonjour. Bonjour Mori, bonjour Laurent et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Alors, on va partir avec le débat, avec le premier sujet, dernière célébration du 1er août 2025. C'est la dernière célébration du chef de l'État, selon le quotidien Matin Libre. L'opposition appelle à raviver la flamme de l'unité nationale. Et donc, c'est forcément à travers une conférence de presse hier que le cadre de concertation de l'opposition a eu à faire une déclaration. Et de cette déclaration, l'on comprend donc que Matin Libre parle d'appel à raviver la flamme de l'unité nationale. Laurent Roulant-Tonekes, est-ce le moment de raviver la flamme de l'unité nationale? Est-ce que nous avons un problème d'unité nationale? Vous me posez la question de savoir si on a un problème d'unité nationale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les Béninois ne se parlent pas. Vous n'êtes pas sans savoir que certains se sont retrouvés en exil, forcés ou volontaires. Vous n'êtes pas sans savoir que des gens se sont retrouvés en prison. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2019, on a eu des troubles dans ce pays suite à des élections, à une élection. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2021, il y a aussi casse également. Dans tous les pays, il y a des gens en prison. Oui, écoutez, dans beaucoup de pays, il y a des gens en exil. On parle du contexte politique. Encore que le gouvernement dit que les gens ne sont pas en exil. Non, vous savez, chacun de sa position apprécie et dit ce qu'il pense de la situation. Mais nous sommes tous unanimes sur le fait que depuis 1990, en 2019, on a connu des élections avec des troubles dans le pays. Et ça a conduit des gens en prison. Nous sommes unanimes sur le fait qu'en 2019, il y a une situation de certificat de conformité qui a fait que malheureusement des gens n'ont pas pu se rendre, aller aux élections. Nous sommes ici, on a vu qu'en 2021, malheureusement, des gens cherchaient le parrainage, n'ont pas le parrainage et n'ont pas pu aller aux élections. Et au thème, après ça, d'autres se sont retrouvés en prison. Donc c'est des faits qui font que malheureusement, dans bien des régions, les gens ne se parlent pas. La réalité est là. Si on ne veut pas reconnaître la réalité, c'est qu'on va continuer. Dans quel pays il y a l'unité parfaite, où tout le monde se parle, où il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien? Nous parlons du Bénin, Mori Agua. Nous parlons du Bénin et vous parlez du Bénin. Ce qui se passe à quelle époque du Bénin, l'opposition et la mouvance, il n'y a jamais eu de problème? Il y a toujours eu des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes et les opposants ont toujours appelé à l'unité. D'accord. Sous le général Mathieu Kékou, on a connu ça. Sous Soglo, on a connu ça. Les opposants appelaient à l'unité. Sous le général Mathieu Kékou, on a connu ça. Sous le président Bouniaï, on a connu ça également. Et les gens appelaient à l'unité. Donc ce n'est pas parce que on est sous Patrice Talon qu'aujourd'hui on ne va pas autoriser les gens, accepter que les gens appellent à l'unité. S'il y a des problèmes, et ce que je dis, c'est que ce qui se passe au Bénin ne m'intéresse pas pour le moment d'abord. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans mon pays, le Bénin. D'accord. Ce qui se passe ailleurs ne vous intéresse pas? Ça nous intéresse à bien des égards, mais pour le moment, nous parlons du Bénin. Et c'est notre pays. Et donc, il y a des choses qui sont passées. Qui a occasionné ça? Je ne vais pas jeter la pierre à quelqu'un. Mais je veux comprendre que oui, à un moment donné, il y a un problème qui a fait que les gens ne se parlent pas. Et s'il y a possibilité de faire quelque chose pour que les gens se parlent, faisons-le. C'est très simple. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, élu en 2016, est venu en paix. Et il est en train de partir en paix. Il ne part pas on souhaite qu'il parte en paix. On souhaite qu'il parte en paix. Mais partir en paix, cela suppose qu'à un moment donné, le compteur était à zéro quand il est arrivé. Il n'y avait pas de trouble, il n'y avait pas de mésentente, il n'y avait pas de désunion. Donc aujourd'hui, comment on peut faire de sorte que dans son départ, pour son départ, que cela se perde dans la paix, et en même temps également, s'il y a des choses à corriger, qu'on corrige. J'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont en exil, j'ai dit forcés ou volontaires. D'accord. La nuance, c'est que volontaire. La nuance, c'est que les gens, par crainte, se sont retrouvés hors du Bénin. Pas qu'on leur reproche à proprement parler quelque chose. Mais ont été obligés de dire, pour ma vie, est-ce qu'on ne va pas me créer des ennuis après? Ils sont partis. Donc, il y a peut-être la possibilité de régler ça. Par situation où, que vous le voyez ou pas, des gens dans les troubles de 2019 se sont retrouvés en prison. Sont-ils tous coupables? Posons-nous la question. Parce que malheureusement, vous pouvez vous retrouver au mauvais moment, mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, et dans cette situation, des gens se sont retrouvés en prison.
En 2021 également, on a vu ce qui s'est passé. Donc, moi, j'estime que oui, s'il demande de raviver la flamme de l'unité nationale, je crois que, oui, à la conférence des forces de la nation, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, on se réfère de ce qui a été décidé, à se référer à ce qui a été décidé en 90. Je pense que véritablement, il est plus que jamais le moment pour nous. Et le chef, pour moi, tout le monde veut qu'il soit célébré. Et d'ailleurs, je commence par lire un peu partout qu'il est célébré avant l'heure, de toute façon. Bon, de toute façon, s'il doit être davantage célébré, c'est de faire en sorte que s'il y a possibilité, parce que aussi le chef de famille, c'est celui qui pardonne, qui parfois calme la tension quand les enfants ne sont pas d'accord, qui appelle les enfants pour dire, voilà ce que je te reproche, je ne suis pas d'accord, mais écoutez, aujourd'hui, je peux passer le chiffon sur ça, mais ne revenez plus sur ça. C'est un certain nombre de choses. Et il revient au chef de l'État. Lui et lui seul, hein, de décider de voir si, évidemment, parce que oui, le chef vous dira qu'il n'y a pas de... Moi, je ne suis pas d'accord parce que je suis formel sur un fait. Appeler à une conférence nationale, je ne suis pas d'accord pour ça. Assise nationale ou je sais quoi, je ne suis pas dans cette dynamique. Mais je pense que comment on va raviver la flamme de l'unité alors? Non, mais si j'ai dit on tout à l'heure... pas des assises. Non, on n'a pas besoin d'assises. Vous savez, il y a des gens qui sont en difficulté aujourd'hui. Le chef peut décider de les amnistier ou de les gracier. Je sais qu'il avait déjà clairement dit qu'il ne va pas le faire. Mais je pense qu'une personne, deux personnes, peut-être libérées aussi, peut contribuer à raviver cette flamme de l'unité nationale. Je pense qu'en permettant à certaines personnes de revenir des îles, peut contribuer aussi à raviver la flamme de l'unité nationale. C'est mon avis. Au cours de cette conférence de presse, Oumar Adéanjour, les partis du cadre de concertation, le cadre de concertation des partis de l'opposition, j'allais dire, ils ont rappelé les arrestations qu'ils ont qualifiées comme vous l'imaginez. Notamment, ils ont parlé de l'arrestation de Hugues Soupé, ils ont parlé de l'arrestation de Amoussou, Steve Amoussou. Mais également, ils ont parlé du code électoral où le délai est passé et ils estiment qu'avec un consensus, on peut retoucher au code électoral. Est-ce que vous pensez quand même que tout ce qu'ils souhaitent, est-ce qu'il est possible de raviver cette flamme de l'unité nationale? Raviver la flamme de l'unité nationale, je vais dire d'abord que c'est un refrain qui est très souvent entendu, que ce soit au Bénin, que ce soit dans même les plus grandes démocraties au monde. Quand peut-être des gens de l'opposition prennent la parole et qui sont peut-être en difficulté et qu'ils se sentent par exemple lésés, ils parlent donc de l'unité nationale. C'est ce côté très affectif là, de ce que c'est qu'un pays, de ce que c'est qu'un peuple. On joue dessus cette fibre là pour essayer donc d'avoir donc les populations avec soi. Moi je pense que l'opposition béninoise également est dans cette logique là actuellement. Jouer sur cette fibre là, montrer aux Béninois que nous, voilà, c'est tout mignon, on aime on aime tout ce qui peut ramener à la paix, tout ce qui peut ramener donc à l'unité nationale. C'est vrai que sur le plan politique, je le dis et je le répète, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se regardent en chien de faïence. On ne se parle pas comme dit Laurent. Mais quand on regarde, on sort dans la société béninoise, on n'a pas tous les mêmes points de vue, on n'a pas tous la même vision sur le plan politique. Mais croyez-moi, les Béninois se parlent et personne ne pourra me le démentir ici. Tous les Béninois se parlent, que tu sois du nord ou du sud, quand les Béninois se retrouvent dans les administrations, dans leur lieu de travail, dans les marchés, on se parle. On n'est pas encore arrivé à cette étape-là, je ne pense pas. On n'est pas encore arrivé à cette étape-là. C'est clair, c'est vrai que si, sur le plan politique, on ne prend pas garde à tout ce qui se passe, ça peut finalement donc rejaillir sur donc les citoyens lambda qui finalement vont se sentir plutôt proches de tel et finalement on va commencer. L'histoire dans d'autres pays nous éclaire largement dessus, dans d'autres pays où la politique a conduit donc à des guerres civiles, à des génocides, ainsi de suite. Donc, il faut faire très attention quand sur le plan politique, les gens ne se parlent pas. Mais je pense que, ne serait-ce que pour le moment, les Béninois, je pense que le Béninois est un peu au-dessus de tout ça. Ils savent à peu près comment prendre les politiques aujourd'hui. Ça, c'est une vérité. Maintenant, quant aux revendications de l'opposition, moi je dis... Pensez-vous que ces revendications de l'opposition pourront contribuer à raviver la flamme de l'unité? Non mais écoutez... Notamment le président
des quotidiens ont dit qu'il faut que le président pose des actes forts. Et ces actes forts-là, c'est quoi? C'est peut-être libérer quelques-uns qui sont en prison, des têtes fortes qui sont en prison, ou peut-être amnistier d'autres qui pourront rentrer, je ne sais pas. Hein. Mais quand on parle d'actes forts, de quoi veut-on parler? Et puis, pensez-vous véritablement que c'est ça qui va raviver la flamme de l'unité? Non, ça pourrait raviver la flamme de l'unité parce que quand vous prenez Joël Aïvo, Ricky Amadougou, ces personnes-là, on les libère aujourd'hui. Je suis sûr que Mourir Agoua, le Béninois que vous avez dit, ah, enfin, ces personnes, au moins ils vont retrouver leur famille. Ah, tous ceux qui sont donc des partisans de ces personnes-là vont faire quoi? Vont se dire, ah, finalement, Talon, il nous a entendus, finalement, le gouvernement, il nous a entendus. Mais on connaît la position du chef de l'État par rapport à ça. D'abord, le gouvernement estime que ces personnes-là ne sont pas des détenus politiques. Ils ont commis des fautes pour lesquelles on doit les sanctionner, comme tout Béninois peut être sanctionné si jamais ils commettaient les mêmes erreurs que ces personnes-là. Vous êtes d'accord avec moi? On parle par exemple pour Joël Aïvo de blanchiment de capitaux, toutes ces choses-là. Tout Béninois doit pouvoir répondre de tout ce qu'il y a comme argent sur son compte si on lui demande des comptes. Vous êtes là aujourd'hui, on sait à peu près ce que Mori gagne, mais si du jour au lendemain, on trouve Mori avec un duplex 3 étages, avec tout le luxe qu'il faut, on va tout de suite se poser la question. Et je suis sûr que c'est les promoteurs de cette chaîne-là qui vont se poser. Ah, c'est quoi Mori en train de s'engraisser? Il y a quand même des jeunes dans le pays qui font monter les duplex, on n'en parle pas. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec vous. Bon, il y a peut-être une petite... On doit pouvoir fouiller tout le monde, je suis d'accord avec vous. On ne doit pas faire une politique de 2 poids 2 mesures. On doit pouvoir regarder un peu chez tout le monde. Maintenant, le problème c'est qu'avec les politiques, le problème c'est qu'eux ils sont au devant de la scène. Et vous êtes opposé au régime. C'est ça aussi la lutte politique. Vous allez dans les pays les plus industrialisés, c'est exactement cela. On cherche comment on appelle, le petit problème qu'on peut créer à notre opposant pour le faire taire à jamais. C'est comme ça, c'est ça l'arène politique. J'ai toujours employé le mot arène, c'est en connaissance de cause, c'est une vraie lutte, c'est un vrai combat. On est véritablement dans une arène. Donc chacun doit pouvoir... parce que la politique eux-mêmes... On est tous des fils d'un même pays. Oui, on est tous des fils. On est tous des fils d'un même pays. On défend quoi? Tous, autant que nous sommes. On défend les bonnes vertus, on défend la bonne gouvernance, on défend les bonnes pratiques sur le plan économique, sur le plan... Enfin, lutter contre la corruption, toutes ces choses-là. Mais si vous-même, vous qui venez à la télé et que vous parlez tous les jours de ces choses-là, et qu'au moment où on vous appelle pour venir répondre d'un certain nombre d'actes, vous n'avez pas la possibilité de répondre à ça, qu'est-ce que vous défendez finalement comme idéal? C'est ça aussi. On défend l'unité nationale, on défend la démocratie, on défend l'ordre institutionnel et constitutionnel dans un pays. Si jamais on vous prend et qu'on vous dit, vous, voilà, on vous reproche le fait que vous voulez déstabiliser peut-être le pays, vous fomentez un complot contre le pays, vous avez essayé donc de renverser. Non, mais à partir de ce moment, vous devez pouvoir répondre aussi. Parce que c'est l'idéal généralement que les politiques aussi vendent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand votre adversaire vous reproche ça, il faut trouver les preuves et démentir aussi. Pour le moment, moi j'ai confiance en la justice. On peut me traiter de tous les noms, mais c'est ce que nous avons. C'est la seule justice que nous avons aujourd'hui. Si vous avez une autre justice, présentez-la. Et là, on va voir comment est-ce que ça se passe. Mais pour le moment, on a cette justice-là. Et nos juges, de manière indépendante, disent, ok, telle personne, il faut la condamner parce que ce qu'on lui reproche est avéré. Le chef de l'État dit, si le juge a dit, moi je n'ai rien à dire par rapport à ça. Parce que pardonner quelquefois aussi est une faute. Souvenez-vous un peu de... Ouais. Peut être une faute, ce que dit le chef. Voilà. Donc pardonner quelque part peut être une faute. Donc il estime, et on peut le comprendre, et les exemples pour démontrer le fait que pardonner peut être une faute aussi existent. Dans l'histoire de l'humanité, on peut le voir. Beaucoup de personnes à qui on a dit, ok, écoute, celui-là, il est en train de commettre une erreur à côté de toi, et si tu le laisses, finalement, c'est toi qui va en payer le prix fort. Donc, si tu ne fais pas l'effort de ne pas le pardonner, finalement, tu paieras le prix fort aussi. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Il est dans sa logique à lui. Voilà. Maintenant, je vous le dis et je le répète, moi, on libère ce matin Ricky Amadougou, mais je serai très heureux parce que c'est que tous les partisans de Ricky Amadougou, finalement, vont faire quoi? Ils vont se dire, ah,
c'est bon maintenant, on est tranquille. La dame est libérée. Joël Aïvo, même chose. Que, je ne sais pas moi, tous ceux qui sont en exil, les Ajavo et tous les autres, si on doit citer forcément des noms, reviennent au pays sans souci. Mais tout le monde sera heureux. On va se dire, ah, finalement, il y a l'unité nationale. Mais en réalité, c'est l'unité peut-être des politiques. Est-ce que pour cela, on doit fermer les yeux sur toutes sortes de crimes, alors que ces crimes-là, on ne ferme pas les yeux quand il s'agit du citoyen lambda? Voilà la dualité du problème. Voilà comment on appelle, là où tout le problème est compliqué. C'est une véritable quadrature du cercle. Pour utiliser un terme très scientifique, c'est une véritable quadrature du cercle. C'est une équation, mais compliquée à résoudre. Donc, à partir de cet instant, chacun vient avec sa logique. Le peuple écoute. Oumaradé un jour vient essayer d'éclairer. Laurent aussi vient essayer d'éclairer comme il peut. Moriagua essaie de poser les questions qu'il faut. À chaque Béninois maintenant de se faire son idée par rapport à toutes ces choses-là. Moi, je pense que, pour finir, les Béninois se parlent. Moi, je crois, les Béninois se parlent. Si on prend aujourd'hui, vous allez dans un marché, les gens se parlent. La politique n'est pas le premier sujet que les Béninois... Non, ils ont d'autres soucis. Très bien. Voilà, Laurent Anthony Kess, est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que le président de la République a eu à faire avec son gouvernement, et on parle de le célébrer et tout, montrer qu'à la fin il est à Gmono et tout, est-ce que poser des actes forts, comme le disent les quotidiens, sera une plus-value pour lui à la fin de son mandat? Est-ce que ne pas poser ces actes-là posera problème? Oui, ça posera problème. Forcément. En réalité, ça sera une plus-value, forcément. Il a beau travailler à la tête du pays, mais s'il n'arrive pas à calmer la tension dans une certaine région du parti, ça va être la tâche sur sa gouvernance, malheureusement. Alors, je reviens sur un aspect, en tout cas deux aspects abordés par Omar Poudi. Les Béninois se parlent, dont on parle en réalité, c'est pas on se voit, on se parle en tant que Béninois. Mais le véritable problème, c'est quand il y a élection aujourd'hui au Bénin, est-ce que le Béninois, chaque Béninois se retrouvera dans les listes électorales en compétition pour aller voter librement? Ça part de là. Parce que dès lors que vous êtes peut-être partisan du parti de Moriagua, et qu'il se fait que Moriagua, son parti n'est pas autorisé, par des stratégies politiques, n'est pas autorisé à aller aux élections, vous ne vous retrouvez pas dans ça. Et ça peut suffire, ça peut vous amener à ne pas aller voter. Mais ou soit alors, je suppose le cas, puisque c'est pour ça que je rejoins le cas du code électoral. Si vous vous rendez compte que vous avez milité pour le parti de Moriagua et que vous avez des élus, vous avez réussi à avoir les 20% dans 23 circonscriptions électorales et dans la 24e, vous n'avez pas eu les 20%. Et que pour ça, tout ce que vous avez fait, c'est à l'eau. Alors que vous êtes de la 6e circonscription électorale, vous avez réussi à avoir même 50%. Et que parce que dans une circonscription électorale, vous n'avez pas les 20%, tout est à l'eau. Quel serait votre état d'âme? Et comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que les Béninois, dans ces conditions, peuvent se comporter? On ne sait pas. On ne souhaite pas la violence. On va travailler et œuvrer pour la paix. Et je pense véritablement que le problème se situe à ce niveau. Parce que c'est à ce niveau qu'il faut aussi travailler pour que les Béninois se comprennent. Ensemble, nous allons aux urnes parce que c'est une fête. Et qu'ensemble, au soir des élections, que chacun célèbre sa candidature et son candidat, l'élection de son candidat. C'est très important. Est-ce qu'on ne va pas essayer d'abord les dispositions du code avant, non, ce que avant de faire les réajustements après? Même au sein de la mouvance, ils n'ont pas le courage de le dire publiquement. Mais au sein de la mouvance, ils sont conscients que ce n'est pas bon. Il n'y en a pas mieux qui en parlent d'ailleurs. Ils en sont conscients. Je ne vais pas citer des noms, mais ils sont conscients. Et même le chef de l'État sait très bien que dans sa mouvance-là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour cette disposition. Parce qu'ils savent très bien que, à un moment donné, dans l'exécution électorale, et connaissant leur propre force, ils savent que ça ne peut pas marcher aussi facilement pour eux. Et que si on peut revenir à un autre cas de figure, ça pourrait les arranger. Mais qui sont-ils et comment peuvent-ils oser parler face au chef? Moi, je crois que c'est ça le plus important. Maintenant, revenons sur le cas de Réki Amadou, Joël Aïvo et consorts. Écoutez, 10 ans, ce n'est pas 100 ans. Joël Aïvo a été arrêté en 2021. Il est en train de finir. D'ici 2026, il va faire 5 ans. Dans 10 ans, peut-être, s'il est resté en prison jusqu'à 10 ans, il va sortir. Un jour, ces gens-là, ces gens parleront. C'est notre espoir. Un jour, ces gens parleront et diront ce qui s'est passé. Un jour, Réki Amadou sortira de prison. Plaise à Dieu. Elle dira ce qui s'est passé. On a vu des gens aller en prison par le passé. Et tout le monde les a... On a même vu Nelson Mandela. Oui, mais on les a condamnés, accusés de tout. Mais ils sont sortis de prison après. Mais Alain a dit où est là? Il est allé en prison pour la question de l'épi. Il est sorti après, il a parlé. Donc, pour vous dire quoi?
la justice fait son travail. Nous sommes sur un terrain politique. Faisons très attention parce qu'après, tout seul, cette personne-là, parce que la justice va t'ajuster, va faire son travail sur la base des éléments qu'on lui a donnés. Mais qui a fourni ces éléments? Et comment ça s'est passé? Dieu seul sait. Mais je pense véritablement que, pour moi, je dis, quel qu'en soit le péché commis par quelqu'un, et même Dieu, on dit toujours, hein, nous sommes tous chrétiens, et même ceux qui refusent de pardonner sont chrétiens. Il est dit que Dieu est miséricordieux. Dieu ne veut pas la mort du péché, mais sa repentance. Donc si nous avons la possibilité et le pouvoir de pardonner un jour, faisons l'effort de pardonner. Même Parce si que c'est un péché. Non, je vous dis, mais écoutez, c'est un péché, non, bien une Moriagua, quand vous allez même si c'est une erreur. Moriagua, quand vous allez à l'église les dimanches, vous récitez le Notre Père, oui ou non? Je suis en train de faire allusion à ce que le président a dit. Non, laissez-moi finir. La politique n'est pas le monde des bisounours. J'ai l'habitude de le dire aussi. J'ai pas dit ça. La politique, c'est la jungle. La politique a toujours été la jungle. J'en suis conscient. Je suis d'accord que c'est la jungle. Mais c'est dans la même poisson, mais c'est encore en politique. C'est encore en politique que les gens ont pardonné. Dans ce pays, le Bénin. Voilà. On connaît l'histoire du Bénin. Personne ne nous racontera l'histoire du Bénin. En politique au Bénin, encore ici, des gens ont pardonné par le passé. Et les gens ont pardonné ceux qui refusent de pardonner. N'oublions pas ça. Donc je dis, ce n'est pas parce que la politique est une jungle que, à un moment donné, quand vous avez la possibilité, parce que demain, si ça tombe sur vous ou sur un proche à vous, il se peut que les Béninois disent « Ah non, on a vu le cas, Olivier Bokor Omeki. On a vu l'insensibilité notoire des Béninois. » Alors qu'en réalité, on aurait pu manifester une certaine solidarité, compassion vis-à-vis de ces personnes. Mais à un moment donné, qu'est-ce que les Béninois disent? On s'en fout, parce qu'on les a vus faire, ils se sont tués sur notre malheur. C'est pour vous dire que si vous avez la possibilité, quelque part un jour, de pardonner, pardonnez et continuez votre chemin, parce que demain, votre temps peut arriver. Oui, réaction. J'ai 3 points de réaction. J'espère que vous allez m'aider à noter dans le cas où j'oublie. Mon premier point de réaction, c'est par rapport à, comment on appelle, à la vérité de l'histoire et la vérité de la justice, tel que Laurent l'a dit. Et il y a également le point sur lequel le pardon, j'aimerais bien revenir aussi sur le pardon. Et enfin, le code, c'est-à-dire la réforme sur le plan politique qui est plutôt contraignante. Je commence déjà par le pardon de, comment on appelle, le pardon, enfin, pardon, pas par le pardon, par la justice. La vérité de l'histoire. Vous savez, le juge, il a son outil de travail. Enfin, il a ses outils de travail. Il a sa méthode de travail. Et il recoupe les éléments. Il regarde au vu de la loi, au vu des tests du pays, au vu donc des éléments que la République a mis en place comme garde-fou, il prend une sentence. On ne peut pas lui en vouloir parce que tout simplement, au regard des éléments qu'il a, et ceci mis en lien avec les tests de la République, il fait le travail qui est le sien. Il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai rien à reprocher au juge. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on n'a que ça aujourd'hui. J'ai jamais reproché quelque chose au juge. On n'a que ça aujourd'hui comme... Laurent n'a rien reproché. Non, je viens, j'ai pas fini. Donc, on n'a que ça aujourd'hui et on ne peut que... Et comment on appelle ça, dossier sur ça. Il a dit que la justice se base sur les éléments. Oui, je ne m'attaque pas à Laurent, voilà. Je donne mes arguments à moi. Pensez autre chose. Pensez, dire que peut-être ce n'est pas bon, si ça, c'est vouloir par exemple, comment on appelle, contester le travail que la justice a fait. Et ça, je n'ai pas dit que c'est pas bon. Je n'ai jamais dit ça. Je ne dis pas ça. Okay. Je suis en train de mettre mes arguments. Il ne faut pas dire des choses que Laurent n'a pas eu à dire sur ce plateau. Je n'ai pas dit ça du tout. Oui, je ne dis pas. Mais si vous me laissez aller jusqu'au bout, vous allez comprendre. Finalement, même je perds le fil de mes idées. Sur quoi vous dites ce que vous êtes en train de dire. Je dis quoi? Je dis aller contre comment on appelle, une décision de justice aujourd'hui, c'est dit par exemple que, voilà, donc le Béninois ne peut pas aller contre une décision de justice. C'est appelé à l'insurrection finalement. C'est dit que la République n'est pas en marche. C'est dit que comment on appelle, les tests ne sont pas, comment on appelle, comment on dit ça, équitables pour tout le monde. Voilà. Et ça, ce n'est pas intéressant. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec le fait qu'il parle de l'histoire. Le temps nous dira aussi toutes les vérités. Parce que ceux qui sont en prison vont sortir. Je suis plus ou moins d'accord avec ça, mais je dis pour le moment, c'est la justice qui a décidé. On ne peut que
On n'a pas dit le contraire. On ne peut que l'accepter et continuer. L'autre point, je crois que c'est par rapport au pardon, je l'ai dit tantôt, je dis chaque Béninois va se faire son idée avec le temps. Celui qui est en place, il est en train de lutter contre quelque chose. C'est comme on appelle, il veut opérer une certaine rupture avec des pratiques d'avant. Oui. Et si jamais vous condamnez quelqu'un pour un acte qui est répréhensible, pour un acte qui est préjudiciable pour donc l'évolution du pays, pour l'évolution économique, pour tous, et que finalement vous le pardonnez ensuite, c'est un précédent que vous créez, et à chaque fois, ça va mettre en mal tout ce que vous avez comme vision pour le pays. Toutes les réformes que vous avez mises en place. On ne veut plus de corruption, on ne veut plus de ci, tous les crimes économiques doivent être punis, mais quand il s'agit d'un crime économique et que c'est un homme politique, il faut le pardonner parce que ça va faire plaisir à ses partisans. À partir de cet instant, on va pardonner tout le monde. C'est là où je dis, on peut comprendre... Et des gens vont continuer par poser les mêmes actes. Et on va dire, non, et puis si on a pardonné tel, il faut pardonner tel aussi. Pourquoi on pardonne les grands et qu'on ne peut pas pardonner les petits? Ça aussi, ça va créer un certain clivage dans le pays. Et c'est là où je dis, cet argument-là aussi mis sur la balance, parce que c'est l'argument aujourd'hui des autorités mis sur la balance, ça compte aussi. On doit pouvoir le prendre en compte. Et puis, je vais vous dire une chose. On parle tout le temps de comment on appelle, de Dieu, tout ça, et qu'on veut ramener ça, par exemple, dans la politique. Mais soyons très sérieux aussi. Si Dieu existe et qu'il a créé l'enfer et le paradis, ça veut dire qu'il va punir certains. Vous êtes d'accord avec moi? Même Dieu, le très haut, le très affectueux, le très amour, tout ce que vous voulez, la plus grande affection qu'on peut avoir au monde, il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus affectueux que Dieu. Mais il est prêt à punir ceux qui commettront des erreurs, à les mettre en enfer. Et c'est justement notre mission, c'est d'aider les gens à ne pas aller en enfer. En enfer, on est d'accord. Mais Dieu lui-même est prêt à les mettre en enfer. Ça, là, personne ne peut le contester. Non, Dieu n'est pas prêt à nous mettre en enfer. Dans Deutéronome, Dieu a dit, Dieu vous donne le choix. Suivez. Dieu vous donne le choix. Suivez. Dieu vous donne le choix. Je ne pourrais pas tenir. Non, allez-y, Deutéronome 28. Dieu vous donne le choix de choisir entre l'enfer et le paradis. Dieu n'est pas prêt à vous mettre en enfer. C'est vous qui décidez. Non, je ne suis pas, contrairement à Laurent, moi je ne suis pas un grand spécialiste du Coran. Ah d'accord. Ça, je vous le dis. Sinon moi, je serai à votre place, je sors le texte du Coran en même temps. Mais ce que je veux dire, Laurent, c'est quoi? C'est que le jour du jugement dernier, selon ce qui est prévu, il y a des gens qui seront en enfer. Donc, il y a des gens qui ont commis des fautes et qui doivent... Mais il y a des imbéciles qui tuent père et mère, enfants, tout ça. Vous allez dire que non, Dieu va les pardonner. Non, il y a beaucoup de choses aussi. Donc, il y a des gens qui seront en enfer. On est d'accord avec moi. Je pense que ça aussi, si on veut ramener ce côté très affectueux de Dieu là-dedans, il ne faut pas oublier cet aspect-là aujourd'hui. Parce que si les gens commettent des erreurs, il faut aussi les punir. Je ne dis pas que tout ce qui est en train d'être fait est bon. Non, je n'ai pas dit ça. Réforme politique. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis, mettons également les arguments aujourd'hui du pouvoir également sur la balance. Vous l'avez dit, vous avez expliqué les arguments. Allons aux réformes politiques. Les réformes, avant de démarrer les réformes, je vais vous dire quelque chose que j'ai lu hier soir, quand je préparais justement toute cette journée. Je suis tombé sur, comment on appelle, une information où dans un pays africain, aujourd'hui, on a plus de 80 candidats à l'élection présidentielle. On a l'impression qu'on s'en va un match de, je sais pas moi, de rugby ou bien de quelque chose. C'est-à-dire que les gens dans le pays n'ont que ce talent-là, quoi, le talent d'être président. Et c'est cela qu'on veut corriger chez nous. Ça fait pas, c'est pas une très belle image. C'est ce qu'on a voulu corriger chez nous. Tout le monde, tous les présidents qui se sont succédés, enfin, tous les régimes qui se sont succédés depuis 90, ont voulu plus ou moins corriger cet aspect-là aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Et lui, il arrive, il est obligé. Mais au départ, n'oubliez pas, il a essayé de faire consensus autour donc de sa vision. Et on se souvient de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée et tout, avant que sur le plan politique, les propos se durcissent, sur le plan politique, les positions deviennent de plus en plus tranchées et que certains soient obligés de fuir parce qu'on est parti chercher leur casserole aussi, qu'on veut leur, voilà, on veut leur demander de venir répondre de tout ce qu'ils ont fait. Donc certains ont pu fuir et aussi ça conduit à ça. Donc les problèmes qu'on veut corriger, c'est ça qui a amené comment on appelle cette réforme très contraignante aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, moi je le dis et je le répète, il ne faut pas l'oublier. C'était devenu un sport national chez nous. Être président, vouloir être candidat à l'élection présidentielle. Un pays où on a près de 300 partis politiques. À quoi est-ce que ça rime?
pour à peine 10 millions d'habitants dans le là, temps. on est venu à corser avec les circonscriptions électorales. Les 20%, 10% d'abord, après 20%. Est-ce que ça la règle le problème? Je rappelle d'abord l'objectif. Donc l'objectif, c'était ça. Vouloir mettre fin à ces mauvaises pratiques-là qui salissaient l'image du pays. Oui, d'accord. Et maintenant... Et à quoi on veut mettre fin avec les 20% et les 10%? Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que les 20% ne sont pas ce qu'il faut peut-être aujourd'hui, mais c'est ça que l'autre a proposé d'abord. On va avec ça, on fait avec, et dès que vous qui êtes contre les 20% avez le pouvoir, on va voir encore comment est-ce qu'on peut remettre... Oui, non, c'est la seule solution. Vous voulez qu'on le fasse comment? Lui, il dit que c'est sa trouvaille à lui. Lui, il dit que c'est le moyen que lui l'a trouvé. On peut revoir. Lui, il dit que c'est le moyen que lui l'a trouvé. On peut revoir. On peut revoir. Les autres ont proposé qu'on... Oui, mais il ne veut pas revoir. Lui dit que consensus, on peut revoir. Oui, ils ont proposé qu'on fasse un consensus. On revoit ça comment dans le pays? Nous sommes dans une république. Les pouvoirs sont séparés. On revoit les tests dans un pays comment? C'est le législateur qui revoit. Ils n'ont aucun moyen de revoir les tests aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pas consensus. Comment ils n'ont aucun moyen? Quel est le moyen qu'ils ont de pouvoir revoir les tests? Ils ont la majorité pour pouvoir revoir les tests. La majorité dit, nous, on n'en veut pas. Ça reste comme ça parce que notre chef a dit que c'est ça. Et nous, on reste derrière notre chef. C'est le chef. C'est le chef. Mais qu'est-ce que vous voulez? Laurent, ils soutiennent qui? Oui, non, parce qu'il arrive souvent que les gens disent que le chef d'État n'est pas du tout... Le chef d'État a dit clairement que ce n'est pas lui, que c'est les députés. C'est vrai que quand on dit chef, on a l'impression qu'on est complètement des soumis et tout. Non, mais en tout cas, c'est lui le premier responsable de la mouvance. C'est un peu pour vous chariter. Voilà, c'est lui le premier responsable aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Et il dit, il n'en veut pas. Ça ne rentre pas dans ma vision. Ce Bénin dont je rêve... Et sur ce point, moi je dis, je répète, je suis plutôt d'accord avec lui. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite que je dis. Cela veut dire quoi? On peut revoir ces tests-là. Et la manière de revoir les tests, on va continuer. La manière de revoir les tests, on les connaît. Ce n'est pas en criant sur tous les toits, ce n'est pas en appelant à la révolte ou bien à quoi que ce soit, c'est en allant à l'Assemblée nationale, conquérir l'Assemblée nationale et ensuite faire des propositions et essayer de faire passer donc sa vision. Voilà comment est-ce que moi je vois. Mais je dis et je répète, le Bénin d'avant là, sincèrement, ne nous ramenez plus ça. Je voulais présenter une situation, quand une image, parce que quand Ouma dit que les opposants n'ont pas la possibilité de modifier le code électoral, mais que la majorité s'oppose à ça parce qu'ils disent que leur chef a refusé. Je suis d'accord que le chef aussi, dans ses sorties, a dit que oui, il a été clair avec le COPIL, un comité de pilotage du fichier électoral, que non, il ne faut pas que les reviennent sur le code électoral. Mais je vais comprendre pourquoi alors quand le chef décide aussi, accepte le dit du fichier électoral, d'accord, et donne les moyens, ceux qui le soutiennent à l'Assemblée nationale s'opposent à ça en évoquant une question de test. Vous comprenez un peu qu'il y a un problème. Donc, pour vous dire qu'il y a un jeu politique au sommet de l'État, et puis finalement, les autres vont subir et poursuivre. Mais moi, je pense véritablement que, aujourd'hui, là, question de consensus ou pas, parce que véritablement, on dit que le délai est passé, mais nous avons quand même un exemple frappant. En 2020, en plein processus électoral, on a été capable d'aller modifier un code électoral à l'Assemblée nationale pour nommer des maires. L'Assemblée était comment en ce moment? Non. Quand on parle de consensus, s'ils sont tous d'accord pour le faire, il n'y a pas de problème. Si les démocrates qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, avec la mouvance présidentielle, sont d'accord pour revoir, même la CEDEAO est d'accord avec ça. Je vais vous présenter la situation alors. Parce que vous dites que l'Assemblée était comment alors? Oui. Alors, l'Assemblée... Ils étaient tous dans la même vision. Et vous allez comprendre que c'est parce que les gens ne veulent pas. Moi, je vais juste vous faire comprendre que les gens ne veulent pas. Ceux de la mouvance... Mais ça, on l'a dit, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas changer les tests. Oui, mais c'est pour vous dire que même si on a passé le délai de 11 juillet, je ne sais quoi, s'ils le veulent aujourd'hui, ils vont le faire. Et je vous demande pourquoi, s'ils le veulent, ils peuvent le faire. C'est vrai qu'en 2020, c'était un parlement monocolore, d'accord. Et ils ont contribué à ça. Vous avez juré ne plus utiliser ce mot-là, mais vous l'utilisez encore. Je suis obligé de l'utiliser parce que c'est la réalité. Mais il se fait que, là maintenant, le code électoral qui a été voté, dont on parle, c'est la majorité qui a voté. La majorité dont on parle, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et donc, aujourd'hui, si en plein processus électoral en 2020, ils ont été capables, parce que c'est en pratiquement les mêmes personnes, hein, à l'exception de quelques nouvelles personnes qui sont dans le lot, c'est que s'ils le veulent aujourd'hui, c'est que s'ils le veulent véritablement, ils peuvent encore modifier ce code électoral. C'est parce qu'ils ne veulent pas, parce que quelque part, pour certains parmi eux, ils estiment que ça les arrange. Mais
Dans leur sein, ils sont bien conscients, certains sont bien conscients que ça ne les arrange pas si en réalité le jeu doit être clair et transparent. Bon, ça, c'est vous, On votre va lecture. finir avec ce sujet. Merci beaucoup. On comprend vos positions. On va rapidement aborder le deuxième sujet. Voilà. Après donc l'arrestation de Hugues Sosoukpe, Hugues Komlan Sosoukpe, on apprend à la une d'un quotidien qui a donc un journaliste déposé en prison. Et puis le quotidien va plus loin et estime qu'il y a des personnes à divers niveaux qui c'est les 4 vérités qui en parlent, qui donnent des informations aux journalistes, des personnes, je ne sais pas si j'ai lu au gradé ou bien oui, il y a des gens de l'armée. Voilà, et il y a même des gens qui seraient à la présidence de la République. Qui donnent des informations donc, aux journalistes et puis lui, il transfère ces informations à Komlan Hugues Sosoukpe. Comment appréciez-vous ces informations? Bon, moi, ça a été vraiment un coup, en tout cas, ça m'a beaucoup touché, le fait que j'apprenne qu'un confrère a été arrêté dans cette affaire. Bon, c'est vrai que Hugues Komlan Sosoukpe, ayant fait la formation journaliste, est un confrère également, même si, compte tenu de ce qu'il fait, les gens peuvent l'appeler cyber web activiste. C'est lui-même qui se qualifie. C'est lui-même qui se qualifie oui, de web activiste. Mais dès lors qu'il a un journal quand même aussi. Oui, quand vous l'appelez journaliste, il dit non, qu'il n'est pas journaliste, qu'il est web activiste. Oui, bon, l'un dans l'autre. On ne va pas, parce qu'il s'est fait appeler web activiste ou pas, parce qu'il a fait une formation, pour moi, je le considère d'abord journaliste et après web activiste, si on veut élargir son champ d'action. J'estime que oui, après lui, je crois que le cas de Ali Moumouni, malheureusement, j'appelle son nom, c'est un confrère. Ça me touche beaucoup parce que c'est quelqu'un que j'ai connu en étant journaliste sportif, qui vous souviennent. On était sur tous les terrains de reportage de sport. On se parle beaucoup, c'est un monsieur assez taquin, très, très calme, tout ça là. Donc, on arrivait à apprendre qu'il a été arrêté dans cette affaire parce que, oui, le problème c'est qu'il se pourrait, en tout cas, selon certaines informations. On peut rester, on peut utiliser l'inconditionnel, il n'y a pas de problème. Il aurait reçu des messages à transférer à Komlan Hugues Sosoukpe et qui travaillait avec Komlan Hugues Sosoukpe et donc pour ça il a été arrêté. Moi, c'est beaucoup de peine de voir que oui, il se trouve dans cette difficulté. Je lui souhaite tout le meilleur, que par la force des choses. Peut-être que d'autres personnes ont été arrêtées, mais n'ont pas été révélées. Oui, non, il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées également. J'en connais 2, 3, 4. Et je me réjouis d'une chose, c'est-à-dire que je crois pas, c'est le jeudi passé, j'étais tranquille quelque part, très souffrant, et un monsieur se rapproche de moi pour dire, mais je ne te connais pas aussi calme, est-ce que tu as écrit avec Komlan Hugues Sosoukpe? Vous imaginez jusqu'à... Et je sais que... Et je vous dis, 2, 3 personnes m'ont aussi appelé pour dire, Laurent, est-ce que tu as écrit avec Komlan Hugues Sosoukpe? Ils sont en train d'arrêter les gens. Je dis, mais ils n'ont qu'à fouiller. Fouiller. Pas moi dedans dans cette affaire. C'est vrai que je n'ai rien contre eux, ceux qui ont été arrêtés. Mais je crois que véritablement, nous devons faire davantage attention. Avec qui nous échangeons, avec qui nous parlons. Parce que malheureusement, quand on arrête quelqu'un et qu'il se peut que vous lui avez transféré un message, je ne sais pas, qui est peut-être information top secret et que vous lui envoyez déjà, on peut vous interpeller également. Donc c'est difficile, ce qui fait que le confrère se retrouve en difficulté aujourd'hui. Moi je pense que beaucoup de personnes... Bon, maintenant, si on va évoquer les faits, parce que c'est pourquoi je dis que je lui envoie toutes les pensées positives, qu'il soit libéré de cette affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que on dit que des militaires envoient des messages à tel et tel endroit, comme Komlan Hugues Sosoukpe. Est-ce que dans le fait, les informations livrées par les militaires sont fausses ou vraies? Si c'est une fausse information, ça veut dire que c'est difficile pour eux. Maintenant, si c'est de vraies informations, je crois que... Mais malheureusement, il se trouve qu'ils ont été le relais... Oui, j'ai pas fini. C'est que ils ont été... Au fait, ils ont été le relais de certaines informations classées secret défense, malheureusement. Et c'est ça le plus difficile dans cette affaire. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est beaucoup de peine. Et je dis aux gens, je l'ai dit mardi, je suis passé. Écoutez, c'est risqué. Prenez vos dispositions, protégez-vous et sachez à qui rendre visite, avec qui échanger. C'est très important. Comment réaction? Dans cette affaire, Hugues Komlan Sosoukpe, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler. Mais hors antenne, vous connaissez à peu près ma position parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises. Surtout à la rédaction, je crois, j'ai dit beaucoup de choses par rapport à ça dès le départ. Moi, j'ai eu l'occasion
enfin, je ne veux pas dire travailler avec Hugues Sossoukwe, mais de l'inviter sur des plateaux de télévision à plusieurs reprises pendant qu'il était au Bénin. Bon, ça date d'un bon moment, 2017, 2000, voilà. Et quand tu l'invites sur un plateau de télévision et que tu demandes généralement, je te présente un peu comme journaliste, il dit non, moi je suis web activiste, je ne suis pas journaliste. Donc, il vous le disait de manière très franche. Et un activiste, il sait à quoi s'attendre. Dans tous les pays du monde, on connaît quelques activistes qui ont fait des révélations dans le monde. Edward Snowden, on connaît Julian Assange. Ça, c'est peut-être les plus célèbres, ça. Ouais. Mais il y en a d'autres encore. C'est des gens Thomas qui Drake. Aiment mettre des pays sur la braise, en fait. Voilà, je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des informations. Il a parlé de secret défense, mais il n'y a pas que des informations secret défense. Il y a d'autres informations. Si vous livrez ça tout de suite sur la place publique, on peut brûler une administration et tuer peut-être des innocents parce que le peuple s'est révolté. Qui peuvent révolter des gens. Donc il faut trouver la bonne manière. À quel moment faut-il l'annoncer? Les États mettent le temps. C'est ça, je disais, la vérité de l'histoire aussi. Il faut en tenir compte. L'histoire, le temps aussi, permet d'adoucir un peu les positions et de repartir sur de bonnes bases. Donc, ne serait-ce que pour ça, les humains qui ont mis en place toutes ces règles-là, ils savent pourquoi. C'est de la sagesse aussi. Donc, je disais quoi? Quand on décide d'être activiste politique, ou bien, je ne sais pas moi, activiste en tout cas, même ceux qui le sont sur le plan de l'environnement, la lutte est tellement noble. Il y a une petite, je ne sais pas moi, suédoise ou quoi là, qui fait une lutte très noble. Mais elle Greta, voilà. Cette dame, on va dire que c'est très noble. Elle veut que... Voilà. Elle veut que la planète... Elle était une petite fille, après elle a grandi quoi. Elle n'est pas encore dame avant de parler. Elle veut qu'on lègue une planète, c'est-à-dire qui soit préservée aux générations futures. Ouais. Elle se bat pour ça. Mais la méthode, elle est consciente du fait que sa méthode qu'elle utilise peut l'amener à tout moment en prison. D'accord. Prenez Julian Assange par exemple. Il est condamné aujourd'hui, comme on appelle en Angleterre. Et en Angleterre, c'est tout petit. L'une des plus grandes démocraties au monde. Qu'est-ce qu'il a révélé? Vous savez ce qu'il a révélé? Il a révélé des faits sur, par exemple, la guerre en Irak. Des choses que si on disait ça à l'instant là aux États-Unis, mais les États-Unis peut-être seraient obligés de faire quitter tous leurs militaires, tous leurs soldats de cette région-là. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le monde serait donc laissé à ces malfrats-là. Mais il les a révélés à un moment où l'État n'était pas encore prêt à les révéler. Et l'Angleterre l'a déjà condamné. Et il risque encore, jusque-là, une extradition vers les États-Unis qui compte le condamner même à des peines, mais peut-être même de perpétuité, peut-être même à des peines capitales s'il se retrouve dans certains États. Vous rendez compte? Edward Snowden, même chose. Et ils sont condamnés par les plus grandes démocraties au monde. Donc, sachons ce que nous embrassons comme lutte. Ça, c'est par rapport à Hugues Komlon Sossoukwe. Il faut savoir ce qu'on embrasse comme lutte. Elle peut être noble, elle peut vous rendre très célèbre, elle peut faire de vous un héros. Comme un zéro. Mais, souvenez-vous qu'il y a des tests qui régissent ce monde-là. Et moi, je dis à tous les confrères qui mettent trop l'émotion, trop l'affectif dans la chose, on a tous peut-être des formations de journalistes. Et on n'a pas tous aussi des formations de journalistes, mais il y a certains parmi nous qui sont journalistes, même sans la formation. Et c'est comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui vont se retrouver peut-être en train d'être administrateurs sans avoir la formation d'administrateur et être simple journaliste. Administrateur WhatsApp. Non, pas administrateur. Parce que si vous ne faites pas d'administration, personne ne peut vous prendre d'administration. Administrateur de structure peut-être étatique ou privée. Je sais. Commissaire au compte. Commissaire au compte. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'il faut faire très attention à la lecture qu'on fait de la chose. Hugues Komlon Sossoukwe, pour moi, je le dis et je le répète, a une formation de journaliste. Donc pour moi, Ouma, je le considère comme un journaliste parce qu'il connaît mon métier. Peut-être même qu'il le connaît plus que moi parce qu'il a fait une très grande école. Oui, ça je n'en disconviens pas. Mais il ne l'exerçait pas. Il avait aussi un autre métier qui l'exposait à toutes ces choses-là. Parce qu'un web activiste... finalement un journal. Oui, même si c'est pas reconnu par je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord. Mais ce journal-là, depuis 2015, a été également, comment on appelle, interrompu par, par la HAC. Oui, le décret existe. Vous pouvez aller chercher à voir. La décision de la HAC existe. Donc, il faut penser à toutes ces choses-là. Oui, non, mais
parce que Non, peut-être non, ils ne respectent pas les crois que règles. c'est- La règle est là, la c'est règle est là pour la 2025 régulation. Quand la RACA a interpellé 2025 ou c'est 2015, voilà, 2025, C'est 2025 voilà. maintenant quand Donc, la je RACA a me- interpellé certains médias Voilà. de se conformer que Olofoufou aussi avait été interpellé. Voilà. Mais lui, Donc- lui ne s'est pas conformé. D'ailleurs, il n'était pas sur le territoire, donc c'est Voilà. pas Donc évident. c'est vous plus dire sur le quoi? territoire. C'est vous dire quoi? Moi je dis, il faut savoir les luttes qu'on embrasse et connaître les conséquences de ces luttes-là. Très bien. Moi, si j'échange peut-être avec eux comme non ce n'est pas pour lui donner des informations. Donc ceux qui lui donnaient des informations devaient être conscients du fait que à Hugues, il va livrer ces informations-là sur la place publique, alors que tout ce qu'on sait n'est pas à dire. Ça, c'est les règles de nous, notre métier. Ça. On ne dit pas tout ce qu'on sait. L'éthique et la déontologie nous interdit, par exemple, de dire tout ce qu'on sait. Si Laurent ou Ouma ou Maury va venir s'asseoir sur ce plateau et dire tout ce qu'il sait, attention, on va mettre ce pays à feu, à sang. Il y a des petites choses, je vous assure. Si je vous dis, par exemple, je ne vais pas dire. Je dis juste un nom. Quand il va dire le nom tout de suite, tous les téléspectateurs vont se dire « Ah, donc il y a Anguille sous roche là-bas. » Et nous trois qui sommes ici, peut-être, on le sait. Mais la déontologie de notre métier nous l'interdit. Parce que c'est de la sagesse qu'il faut avoir aussi. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir donc réagir face à une telle information. C'est bien ça. Il y a des informations que vous envoyez à quelqu'un qui a la trempe vraiment d'un chef d'État. Quand il la reçoit, il va vous dire « Écoutez les amis, je suis un peu fatigué, laissez-moi me retrancher un peu d'abord dans mon bureau. » Et cette information, vous allez le donner. Excusez-moi, je n'ai pas dit que tous les vulcanisateurs sont des cons. Vous allez donner ça à un vulcanisateur. Il va dire « Quoi ? Où est mon marteau, où est ma machette ?» Voilà. Et il sort de la rue. Je vais le tuer. Comment ça peut se passer? Voilà. Vous voyez? Donc, on n'a pas tous le même recul. La foule ne réagit pas comme l'élite. Pas que l'élite est forcément... Voilà. Mais il y a des gens qui ont suffisamment le recul. Mais si vous balancez tout comme ça, on ne dit pas tout ce qu'on sait. Ça, on n'a pas besoin de le dire. Bon. Même nos parents dans la société ancienne, oui, ils vous le diront, on ne dit pas tout ce qu'on sait. La sagesse africaine, oui, d'ailleurs, moi je pense que Maman Adendiou, vous avez fait bien de citer Julian Assange, de citer Edward Snowden, Thomas Drake, oui, tout ainsi de suite. Mais Greta Thunberg, évidemment. Mais le problème, véritablement, c'est que je constate que vous ne revenez pas à la réalité de ce que vous décrivez. C'est quoi la réalité? La réalité de ce que vous décrivez, c'est que vous avez dit, vous avez reçu le monsieur sur un plateau de télévision, qu'il a dit qu'il est web activiste. Oui, il l'a dit. Bon, il est comme un lanceur. À quoi est-ce que ça va me servir? Attendez. Oui, c'est des lanceurs d'alerte. Oui, c'est l'autre nom qu'on leur donne. Un lanceur d'alerte. C'est un lanceur d'alerte. La plupart du temps, les lanceurs d'alerte. Comme Julian Assange. Oui, la plupart du temps, les lanceurs d'alerte sont des brûleurs de pays. Ils prennent pas des brûleurs de pays. C'est-à-dire, il y a. On peut le dire aussi. Chacun a de sa position appréciée. Mais malheureusement, vous l'avez bien dit, il est web activiste. Le web activiste n'a pas de cadre formel comme les journalistes. Vous et nous, c'est vrai, on ne peut jamais dire certaines choses. Mais malheureusement, si vous vous retrouvez dans la position d'un web activiste un jour, c'est l'environnement là qui vous oblige à faire ça. Et c'est ça. C'est vrai qu'on ne peut pas tout apprécier de comment il se soupère. Mais il a été lanceur d'alerte dans bien des cas où des choses ont été corrigées. Et dans bien des cas aussi, il a donné de fausses informations. Moi, oui, je me rappelle de l'information, par exemple, sur le terrorisme, où j'étais complètement écœuré. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a mis comme ça? On ne peut pas relayer la propagande, par exemple, je suis d'accord avec vous. Mais pour vous dire que, au fond, le lanceur d'alerte qu'il est, comme Julian Assange, malheureusement, c'est-à-dire, il peut se permettre certaines choses que nous pouvons ne pas apprécier. Donc c'est pour ça que moi je dis, s'il est dans un registre de web activistes, comprenons que c'est son registre de web activistes. Et la preuve sur TikTok, là, les web activistes que vous connaissez là, ils disent des bêtises tout le temps. Même si c'est parce que lui, s'il s'est intéressé à la politique, qu'on voit que ça c'est dérangeant. Mais il y a des gens qui sont sur TikTok qui disent web activistes, qui disent n'importe quoi, sans pudeur, mais on constate. Donc pour vous dire que s'il a préféré être web activiste, malheureusement, c'est le monde l'environnement qui exige ça ou bien qui vous donne cette latitude. On ne va pas encourager ça. On va demander aux gens, oui, essayez de porter des gants, de faire attention. J'ai été clair pour dire, écoutez, à un moment donné aussi, quand vous êtes en contact, moi je sais, j'ai vécu ça, je sais ça. Parfois, quand vous êtes en difficulté, les gens surfent sur votre difficulté et vous manipulent. Vous utilisez parfois des moments donnés. Ça, je suis d'accord avec vous. Et parfois, quand c'est comme ça, vous ne savez pas quand vous avez balancé une information. Mais parce que vous attendez de votre bienfaiteur quelque chose.
Et ce n'est pas seulement les difficultés, Laurent. Ils peuvent surfer également sur vos ambitions, vos envies et dire ok, je vais t'aider à faire ci, mais pour faire ci, il faut que tu sois visible. Il faut que et finalement, les jeunes tombent dans le coup. Je pense véritablement que le cas comme le Hugues Soupé, nous devons faire attention. Et moi, je manifeste, je le dis et j'assume ma compassion à Colin Hugues Soupé pour ce qui lui est arrivé. Et souhaiter que, franchement, qu'il s'en sorte mieux de cette affaire. Souhaiter que notre confrère également qui a été interpellé, ces personnes-là, qu'il y ait des situations atténuantes pour ces personnes-là. Et dire aux autres, faites attention pour vous-même. Parce que le plus souvent, quand vous vous retrouvez seul, je ne veux pas citer un nom, il y a quelqu'un qui est en difficulté en prison depuis quelques jours. Ça fait déjà 2 personnes qui m'ont montré des messages de cette personne-là, demandant de l'argent. Et pourtant, ils défendaient une cause. Et ils étaient, je dirais, peut-être les jeunes bons petits qui donnaient des informations et qui ont certaines choses pour certains acteurs politiques. Mais aujourd'hui, ces gens ont difficulté. Moi, c'est pour lui dire, quelqu'un me demandait il y a quelques jours dans un groupe WhatsApp si j'ai la carte de presse. Je lui ai dit, si c'est vous voulez arrêter, vous allez fouiller. Vous allez fouiller. Je pense que véritablement, que chacun fasse attention pour sa vie. Pense à sa famille. Mais qu'on n'ait pas pour autant peur de dire ce qu'on pense. Oui, il faut dire ce qu'on pense. Il faut dire ce qu'on pense, mais tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon à dire. Tout n'est pas bon à dire. Et puis, vous avez dit quelque chose. Il ne faudrait pas que les gens comprennent mal ce qu'on dit sur ce plateau-là. Moi, je connais très bien Julien Kansou-Kandé, par exemple, qui se retrouve derrière les barreaux aujourd'hui, et ça me fait énormément mal. Je n'ai jamais partagé sa vision, et lui et moi, on en a parlé plusieurs fois. Ben bon. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? On peut être compatissant, mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là, peut-être qui commettent certains actes, qui sont activistes politiques, qui sont dans ce truc, sont également conscients dès le départ. Ils en sont conscients. Parce que ce n'est pas des choses que nous, on a créées chez nous. Lanceurs d'alerte, activistes, toutes ces choses, on n'a pas créé. Chez eux, là-bas, les Blancs qui ont créé ça chez eux, on sait le traitement qu'on leur fait. Donc, s'ils font la même chose ici, ils savent qu'ils seront soumis au même traitement. Donc, c'est ce que moi je dis. Il n'a commis aucun péché que personne n'a commis par le passé. Merci à vous. Si on remonte dans l'histoire du Bénin, il n'a commis aucun péché que d'autres n'ont pas commis. Moi, je ne suis pas de votre avis. Mais je ne veux pas relancer le débat. Parce que moi, je ne suis pas pour par exemple, qu'on mette le pays à feu et à sang. Moi, je ne suis pas pour. À un moment donné, on n'a pas donné des armes à quelqu'un pour d'aller combattre. On est passé près de ça. On n'a pas besoin d'armes. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qu'on écrit dans un journal, c'est une arme. Ce que je dis, j'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas été d'accord pour lui avec lui tout le temps. Sur tout ce qu'il fait. Mais qu'il y ait aussi des gens fassent comme ça, qu'on a dénoncé. Non, c'est pour vous dire. Non, mais c'est pour. Je dis. On doit pouvoir être patriote. On doit pouvoir être patriote. Au-delà de tout. Qu'est-ce que je n'ai pas envie de vérifier ici, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. On doit placer le drapeau béninois au-dessus de tout. Je n'ai jamais dit que tout ce qu'il a fait, c'est bon. J'ai reconnu d'abord en disant que je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines informations. Oui, mais bon, mais après... Quand je dis clairement, ce que je dis, et je le rappelle, c'est pour que demain, là, que les gens ne continuent pas avec la même chose. Parce que hier, quand vous faites, vous savez, Omar Adéanjou-Moriagua, il y a des choses, quand vous faites aujourd'hui, des gens vous suivent. Et parfois, après, ils vous font ça contre vous. Et vous pensez que c'est, en réalité, vous voulez réagir. Mais malheureusement, c'est que à un moment donné, ils vous ont vu faire. Nous n'encourageons pas. J'ai été clair pour dire, mais pour dire quoi? Pour dire que nous avons tous à un moment donné failli dans cette affaire. Dans laquelle ce qui se passe là, nous avons tous failli à un moment donné. Je le comprenais à demi-mot. Nous avons tous failli quelque part. Nous avons tous failli quelque part. Nous avons tous, à un moment donné, posé des actes qui ont motivé des jeunes. Il y a des gens dans la République qui ont posé des actes, qui ont motivé ça et qui ont entraîné à certaines choses. Qu'ils ont pu passer dans les mailles du filet. Donc faisons en sorte que... Quand on embrasse une lutte aussi, il faut l'embrasser en connaissance de cause. Et savoir qu'on doit pouvoir répondre de ses responsabilités. C'est important. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Je n'appellerai jamais à la violence dans ce pays. Je suis béninois, j'ai grandi au Bénin, j'ai étudié au Bénin, tout cela. Mais il faut qu'on se dise parfois la vérité entre béninois, qu'on se dise, écoutez... Il y a des vérités qu'on ne dit pas. C'est pas, j'ai dit quelle vérité? Vérité qu'on dit là, c'est très simple. Il ne parle pas de toi, il dit pas de... Mais oui, vérité dont je parle, c'est que demain là, quand je sois en mesure d'aller dire à Boniaï,
ce que tu as fait pendant 10 ans là, vous avez fait, Monsieur le Président, pendant 10 ans là, vous avez vu ce que ça a entraîné. Et de dire aussi à M. Patrice Talon, ce que vous avez entraîné pendant que vous étiez président là, où est-ce que ça entraîne? Travaillez, vous deux là, à dire au prochain président de ne plus faire ça, pour que demain là, on n'ait pas à régler ce problème encore. C'est tout simple. Ok, c'est bien. On vous aura compris. Merci beaucoup, Laurent Olandoni. Merci.